Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Débat ouvert qui reçoit pour vous ce soir les députés nationaux, Léon Moubika, c'est de lui qu'il s'agit. Il est réélu de la circonscription d'Elmebourg, dans le Kasaï. Il est également président du groupe parlementaire IDP Tshisekedi. Avec lui, ce soir, nous allons parler du processus électoral, dans la désignation du président de la centrale électorale ainsi que du membre. Nous parlerons également de cette grève qui gangrène pas mal les écoles catholiques ainsi que les écoles privées. Nous parlerons également de cette affaire de RAM. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la réponse du ministre de Pétinti qui va à Maliba. Et nous allons chuter avec cette motion qui était en gestation au niveau de l'Assemblée nationale dans motion de défiance contre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Bienvenue dans cette émission, Monsieur Léon Moubika. Merci, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, madame. Et comment se porte aujourd'hui votre circonscription électorale qui est Très bien, très bien, très bien. Ils ont des yeux braqués vers Kinshasa en train de suivre les élus. Parlez-nous un peu, faites-nous un peu un état de lieu de Louébou. Aujourd'hui, comment se présente Louébou? Ma circonscription électorale, c'est un territoire dans la province du Kasaï et qui a assez de problèmes pour le moment. Il y a beaucoup de ravins. Le plus grand problème, c'est les ravins. Nous avons fait le plaidoyer à ce niveau ici. Au niveau provincial, pas assez d'évolution, mais nous nous sommes décidés d'acheter les engins. Nous-mêmes, nous avons acheté les engins. Nous avons acheté une pelle chargeuse, une niveleuse et un camion benne. Et nous allons combattre nous-mêmes les ravins. On a beaucoup attendu du niveau central et du niveau provincial sans suite. Aujourd'hui, le problème de la désignation de membres de la CENI, ça prend un peu du temps, faute de consensus par rapport à cette désignation. Et aujourd'hui, nous avons vu cette sortie médiatique de deux confessions religieuses, qui est l'Église catholique ainsi que les SCC, qui ont demandé à ce que le président Corneille Nangaa, qui est l'ancien président de cette centrale, de pouvoir poursuivre les actions techniques dans le travail, afin de permettre à ce que, jusqu'à ce qu'on ne puisse pas avoir le retard quand on va désigner le président. Comment entrevoyez-vous cette proposition de ces deux confessions religieuses? Merci beaucoup, madame, pour la question. Moi, je pense que c'est seulement une mauvaise foi. Corneille Nangaa, qui était accusé autrefois de tricherie, aujourd'hui, il semble être le meilleur expert que les deux confessions religieuses veulent utiliser pour continuer avec le processus. Je qualifie ça de mauvaise foi parce que il y a 8 confessions religieuses. Et dans ces 8 confessions religieuses, 6 ont adopté pour l'expert qui doit remplacer Nangaa et les 2 ne sont pas pour. Et moi, je me dis qu'il y a une mauvaise foi parce que quand vous regardez, je prends un exemple simple d'une équipe de football. Vous recrutez une équipe au niveau de 16e de finale. Il évolue 8e, quart, demi-finale. Pour que l'équipe passe en finale, on dit non, 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 non. Cette équipe n'a pas d'éthique. Mais vous l'avez recrutée. L'éthique devait être évoquée dans le processus de recrutement. Ils n'ont jamais suivi ça. Et à la fin, ils soulèvent les problèmes d'éthique. Mais il a dit qu'il va donner les éléments. Nous attendons les éléments. Apparemment, il fait beaucoup de déclarations. Et depuis un certain temps, moi, je crois que l'Église catholique est un peu en dehors de la plaque. Regardez beaucoup de déclarations depuis la gratuité de l'enseignement. Ce sont des déclarations toujours de l'Église catholique. Quand on parle de la loi Tchani, c'est toujours l'Église catholique. Et dans quel sens? Donc, je crois que l'Église catholique ne se comporte pas comme une église au milieu du village. Elle est devenue trop politique. Et puis avec un peu, je m'excuse d'utiliser les termes, parce que les mêmes termes que leur porte-parole Chola a utilisé, avec un peu de tribalisme, et avec ça la haine que ces messieurs portent envers une certaine tribu. Je crois qu'ils ne feront jamais quelque chose de bon. Je suis désolé pour dire ça, mais ils ne feront jamais quelque chose de bon. Soit, mais ils ont quand même les tests. Ce sont eux. Demain, c'est dimanche. Ils vont nous prêcher
beaucoup de choses sur l'éthique, beaucoup de choses sur la justice, l'amour et tout. Mais ils ont des tests. Qu'est-ce que disent leurs tests s'il n'y a pas consensus? C'est là le problème. Si les tests, bon, lui prétend qu'il sait lire plus que les autres, mais si les tests disent qu'en dehors des consensus, ils peuvent aller au vote, je ne sais pas. Au nom de quoi 2 voix contre 6, les 2 voix doivent prévaloir par rapport à 6 voix? Je crois que c'est seulement la mauvaise foi. Moi, je crois que c'est la mauvaise foi. Mais j'ai peur d'une chose. C'est le blocage qu'eux-mêmes sont en train de créer et après ils vont dire non, les politiques ne veulent pas organiser les élections. Il y a un glissement. Nous sommes prêts pour aller aux élections et nous demandons aux confessions religieuses d'arrêter avec ce qu'ils sont en train de faire, et spécialement les catholiques et les CC. Vous savez, nous acceptons qu'ils sont porte-parole et tout ça, mais tous les catholiques de ce pays ne sont pas de même avis avec Cholet, ni avec Senko. Moi, je suis protestant, je suis presbytérien. Il y a 3 communautés presbytériennes à l'intérieur de l'ECC. Est-ce que nous sommes d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de faire? Qu'ils arrêtent de distraire. Ils ont bloqué le pays, ils ont pris le peuple en otage, qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils s'entendent et qu'ils nous donnent les noms. Mais si ils n'ont pas cet ancrage dont peut-être vous semblez ignorer, mais pourquoi on ne peut pas aller avec le 6 jusqu'aujourd'hui? Parce que c'est vous qui êtes au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas prendre le rapport de ces 6-là, comme ils sont majoritaires, et de pouvoir entériner la décision de ces 6 confessions religieuses? C'est par bonne foi, pour qu'ils ne disent pas. Et ils crient déjà même au vol, à la tricherie, avant même qu'on arrive aux élections. Vous savez que la première sortie ratée de Cholet était de dire « Nous avons besoin d'un président de la CENI qui doit proclamer les résultats en 2023, l'alternance en 2023. » Comment vous pouvez programmer l'alternance sans savoir si l'actuel qui est là a échoué? Ça, c'était la première sortie en termes de CENI. La première sortie ratée de Cholet. Et depuis lors, avec sa haine, toutes les sorties sont ratées jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas Cholet dire quelque chose de bon qui peut vraiment encourager pour qu'on puisse avancer. Mais si on l'a supporté jusqu'à ce moment ici, moi je peux vous dire réellement que c'est la bonne foi de notre président de l'Assemblée nationale. Il ne veut pas qu'on arrive à dire non, si on a mis celui-là, c'est parce qu'il appartient à telle famille, il appartient à telle famille. Deuxième sortie de Cholet. Le président de la CENI ne doit jamais être de même parti ou de même, d'abord ils sont de la société civile, et il ne peut pas être des mêmes tribus ou de la même province que le président de la République. C'est écrit ou dans la loi, on n'a jamais vu ça. Donc si on a un expert, s'il est Moulouba, il ne peut pas prendre la place parce que le président de la République est Moulouba. Ça c'est vraiment les sorties ratées de Cholet. Et il continue à faire des sorties ratées. Pas plus tard qu'hier, il a encore déclaré que le Balouba ne pense pas que je suis contre eux. Vraiment un prêtre peut aller jusqu'à dire des choses comme ça. C'est pénible. Ce pays, nous avons eu un grand héritage de Mobutu. Un grand héritage. Et ce grand héritage a fait que nous puissions vivre en harmonie. Mais que ce soit une église qui commence à prôner le tribalisme, la haine envers certaines tribus, je crois que l'église est à côté de la plaque, qu'elle revienne. Parce que ce n'est pas comme ça que nous devons vivre dans ce pays. Mobutu nous a laissé un grand héritage. Nous devons respecter, nous devons nous respecter mutuellement et vivre mutuellement comme nous l'avons eu de nos pères. Mais si aujourd'hui, comme le prétend Abbé Donancien Cholet, de détenir de preuves d'enregistrement, de audios, où ces confessions religieuses sont accusées de la corruption, ainsi que d'autres menaces, est-ce que aujourd'hui les discours ne pourraient pas changer si on amenait sur la table, par exemple du chef de l'État, ces différentes preuves dont déclare aujourd'hui l'abbé Donancien Cholet? Il est habitué à faire des déclarations. Il est habitué à faire des déclarations. Moi, je ne considère pas ces déclarations jusqu'au moment où j'aurai des preuves dont il parle là. Parce que moi, je ne vois pas de preuves jusque-là. Et puis, madame, c'est un prêtre, un pasteur. Est-il honnête d'enregistrer
quelqu'un qui cause avec vous. Vous m'avez appelé hier soir. Vous avez voulu que nous parlions de ce que nous sommes en train de parler. Et puis je vous enregistre et j'envoie à votre chef. Voilà ce que madame m'a envoyé. Mais je crois que l'éthique dont il parle, mais ça devait commencer par eux, non? Ça devait commencer par eux. Est-ce qu'il y a l'éthique dans ce qu'il a fait là, lui-même? Il y a l'éthique dans ça, pour démontrer aux autres qu'ils n'ont pas, sur le plan éthique, ils ne représentent rien. Et vous prenez quelqu'un, soi-disant, qui n'a pas l'éthique, vous l'utilisez depuis la sélection, vous n'éliminez pas sa candidature, et vous arrivez en finale, vous voyez qu'il va passer, vous dites non, 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 non. Sur le plan éthique, nous n'avons pas confiance en lui. Bon, en fait, je ne sais pas ce qu'il faut dire dans ces pays, mais que l'éthique commence par eux-mêmes. Mais à ce stade, M. Léon Moubikai, du fait que nous courons également aussi derrière le temps, est-ce que vous ne pensez pas que cela risque d'entamer un peu dans le processus électoral, malgré que la Cour constitutionnelle a donné le relais, a donné la passe en or à l'Assemblée nationale de pouvoir poursuivre cet processus dans lequel sans tenir compte de contrats de temps? Moi, je crois que les deux confessions religieuses savent exactement ce qu'elles cherchent. Je ne crois pas que cette prise en otage de la population congolaise soit vraiment un fait d'hasard. Ils savent ce qu'elles sont en train de faire, mais qu'elles ne viennent pas crier après qu'il y a eu glissement. On est en train de bloquer le processus, on est en train de bloquer tout un pays. Et après, on va dire non, il y a eu glissement, il y a eu ça. Ou après, ils vont chercher, non, non, allons au dialogue. Non, je crois qu'à notre niveau, en tant que politique, il n'y a pas de problème. Nous les attendons, qu'ils nous amènent les noms. Et si aujourd'hui, on n'arrivait pas à trouver un compromis avec les confessions religieuses, quel est aujourd'hui le plan B? Ah, mais M. Chola avait dit qu'il a un plan B, qu'il nous montre le plan B. C'est lui qui bloque, qu'il nous montre le plan B. Lui-même avait déclaré, il n'a fait que des sorties ratées dans cette histoire de CENI. Il avait dit non, nous avons un plan B, qu'il nous démontre le plan B là et le pays va juger s'il faut vraiment prendre ça en considération. Moi, je prends qu'à un certain niveau, je suis en train de penser qu'à un certain niveau, l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités. Mais il y a aussi la pression internationale qui est sur le dos de M. Mbosso pour que les choses s'organisent dans les délais. Oui, effectivement. Mais ça va s'organiser dans les délais. Cette pression internationale devait commencer dans les deux confessions religieuses. Moi, je ne sais pas comment on doit vraiment caresser dans le sens de poil deux confessions religieuses sur 6. C'est quand même... Elles-mêmes devaient avoir honte. Elles-mêmes devaient avoir honte. Dans cette assemblée-là de 8 confessions religieuses, chaque confession religieuse représente une voix. En quoi alors, eux, ils doivent bloquer les 6? Il y a quand même des choses qu'on doit se poser des questions. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre candidat en lieu place ou bien reprendre par exemple le processus à zéro? Est-ce que ça ne peut pas se faire? Je ne suis pas de confession religieuse, mais je crois qu'ils ont déjà dépassé largement les délais leur impartis et je crois que à un certain niveau, l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités. D'entériner le nom? Moi, je crois qu'on arrivera à ça parce qu'on ne voit pas quelle est la raison. Madame, l'éthique, c'est vague. Hein? Dites à quelqu'un, sur le plan éthique, on l'élimine. C'est vague. Qu'on nous dise de quoi on lui reproche. Parce que si on entre dans l'éthique, même les prêtres, on connaît. On connaît beaucoup de choses envers les prêtres aussi. Mais on ne doit pas juger quelqu'un. Vous savez, chacun de nous a sa vie. Donc, que vous veniez pour juger quelqu'un ou non sur le plan éthique, il n'est pas... L'échelle est de combien sur le plan éthique pour côté jusqu'à 10 ou à 100? C'est qu'est-ce qu'on met dans l'éthique? Et qu'on nous démontre cette échelle-là. Pour Kadima, on a vu qu'il ment, il n'est pas correct envers les gens, il est voleur. Qu'on nous mette l'échelle d'éthique et puis qu'on compte et qu'on prenne aussi quelqu'un d'autre, qu'on fasse la même chose et qu'on voit si réellement ils sont sains par rapport à Kadima. Mais aujourd'hui, par rapport à cette jurisprudence qui s'est créée avec Ronsard Malonda, est-ce que Mbosso ne risque pas aujourd'hui, par exemple, de perdre son siège par rapport à cette situation? Parce que dans le temps, il y a Mabunda qui a perdu son siège. Non, la perte des sièges de Mabunda n'était pas en rapport avec la CENI, qu'on ne vous trompe pas. Moi, j'ai été dans la coalition FCC Cash.
je sais d'où nous venons et là où nous sommes arrivés pour faire partir Malonda. Je vous informe qu'avec Malonda, il n'y a même pas eu, ils ne sont même pas arrivés là où ils sont arrivés là. C'était la tricherie pure et simple. Parce qu'il est venu avec les dossiers à la conférence des présidents pour dire les confessions religieuses sont en train de faire leur travail de sélection des candidats. Et le même jour, nous avons eu conférence des présidents le matin, et le même jour à 15 h, ils nous citent le nom de Malonda dans la salle. Donc il y a eu tricherie même en interne, même au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des conférences des présidents. Et elle a caché son bout de papier pour venir dire non, nous avons déjà eu le PV de confession. C'était un mensonge. On n'était même pas arrivé. Mais ici, c'est un processus qui a évolué d'une façon normale. Ils sont partis de la sélection jusqu'en finale, où il ne restait que 2 candidats. Il ne restait que 2 candidats. Donc j'ai dit ici, madame, je vous ai donné l'exemple d'une équipe de football. Supposé avoir des tricheurs dedans qui ont été peut-être vendus dans d'autres équipes. Mais on laisse cette équipe jouer de 16e jusqu'à finale. Et puis en finale, non, il a des joueurs tricheurs. Non. Mais alors, c'est dommage quand même. Hein? Quelle serait la représentation de ce processus électoral, d'autant plus que le FCC, jusqu'aujourd'hui, hésite d'envoyer ses membres au niveau... Ils ont été clairs. Hein? Moi, j'ai suivi ma collègue Inagosi. Okay. Tant que les confessions religieuses n'envoient pas, nous aussi, nous n'allons pas envoyer. Okay. Tant que. Donc, le problème, c'est là. Le problème, ce sont des confessions religieuses. Les gens qui ont pris en otage tout un pays. Ce sont les 2 confessions-là. Je m'excuse, moi je suis protestant, je sors d'un grand milieu chrétien. Luego, si vous demandez, c'est ça même l'origine des presbytériens. C'est là où les Américains ont commencé avec l'église presbytérienne. Mais je n'accepte pas une tricherie par les autorités de l'église. Ça, je ne peux pas accepter. Parce que j'ai beaucoup confiance en eux. Ils doivent nous démontrer les bons exemples que nous devons suivre. Il y a aussi la Mouka, mais est-ce que vous, de l'UDPS, vous êtes déjà prêt avec vos candidats? Nous n'avons pas de problème, nous on est déjà prêts. Mais vous me parlez de la Mouka, il va envoyer quel candidat? Mais il y a leur quota réservé Et on vous a dit qu'il n'y a personne là-bas? Aux membres de la Mouka. Mais la commission paritaire a reçu les membres de la Mouka, si vous ne le savez pas. Oui. Donc les candidats de la Mouka est là. Mais qui sont déjà... Mais d'une manière officielle, on a entendu que la Mouka n'envoyera pas ses candidats à cette CENI. Voyons voir. Donc ils récusent aujourd'hui, ils sont en train de dénoncer. D'ailleurs, il y a tout à l'heure, il y a d'ailleurs un meeting qui est en train d'être fait dans ces sens-là. Madame, moi je sais que la Mouka... Non à une CENI politisée. Moi je sais que la Mouka a envoyé son candidat. Et le fameux la Mouka dont vous parlez est pluriel. Pluriel. La Mouka ne signifie pas nos 2 amis qui sont ici. La Mouka est pluriel. À la fondation de la Mouka, il y avait combien de partis? Aujourd'hui, il y en a combien? Donc, n'entrons pas dans les détails. Les gens qui ne semblent pas... Vous savez, il y a les gens... Moi, hein, j'ai évolué dans l'opposition. Toute la mandature passée, j'étais dans l'opposition et j'étais président d'un groupe parlementaire de l'UDPS et alliés. Mon rôle à l'Assemblée nationale, c'était de provoquer le pouvoir en place pour le faire fâcher et pour que nous sortions de la salle. C'est ça le rôle. Le rôle d'un opposant qui a eu bien la formation d'être opposant, c'est de provoquer le pouvoir en place pour qu'il commette des erreurs. C'est ça le rôle. Alors, si on vous provoque, parce que nous, on a l'expérience de 37 ans. Nous, on ne peut pas fléchir devant des petites provocations là. On ne peut pas. Parce qu'on en a eu plus. On en a eu plus. Et vous avez vu comment on est arrivé à la fin de... Vous avez vu comment on est arrivé à la fin de Kabila depuis 2016, ce que nous avons mené comme action avec les autres. Donc, je pense que moi, on ne peut pas fléchir devant... Mais je vous informe que l'opposition est plurielle. Dans l'opposition, il y a plusieurs partis. Et il y a des partis qui sont venus déjà avec leurs candidats. Ils étaient à la commission paritaire, y compris la Mouka. D'accord. Passons à l'affaire. Aujourd'hui, le ministre depuis Tati qui va Samaliba tarde le pied pour venir répondre aux députés nationaux dont vous êtes. Quelles sont ces raisons?
pour ne pas se présenter devant les élus du peuple? Non, les raisons, je ne peux pas les évoquer parce que je ne les sais pas encore. Mais je crois que le bureau était informé, peut-être qu'il était empêché. Mais il finira par venir. Mais quelle est la procédure au cas où le ministre ne répond pas aux préoccupations des députés? Non, non, il va finir par venir, madame. C'est reporté, mais ce n'est pas annulé. Ok. Mais il n'y a pas un délai pour dire les délais qui lui étaient impartis étaient de 72 heures. On a largement dépassé ces délais-là, mais je crois qu'il a écrit au bureau. Je ne peux pas vous le confirmer, mais je crois qu'il a écrit au bureau pour demander peut-être un délai supplémentaire à cause de la santé ou quoi. Là, je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est arrivé aussi que les ministres sont interpellés et qu'ils ne viennent pas? Les ministres des Transports. C'est déjà arrivé? Les ministres des Transports. Je vous ai dit que je suis à mon deuxième mandat dans cette maison-là. Les ministres des Transports, Kalumba, la mandature passée, a même voyagé. Pour ne plus revenir? Je vous dis, je vous le confirme, vous pouvez demander à tout le monde qui était là à la mandature passée. Il a même voyagé. Et il est parti, il n'est jamais revenu. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Nous respectons les principes démocratiques. Il n'y a pas une sanction dans ce sens-là, conformément à votre disposition au niveau de l'Assemblée nationale, de règle ou bien la Constitution, au cas où un ministre ne répond pas? Je crois que c'est une obligation. Aucun ministre ne peut pas refuser de venir répondre. C'est une obligation tant sur le plan constitutionnel que sur le plan des règlements intérieurs. Et sur le plan des règlements intérieurs, je crois des dispositions qui partent de 171 jusqu'à 174 concernent les ministres en question pour le moment. Et il finira par venir. Mais parlons un peu de cette affaire de drame. Oui. Est-ce que c'est constitutionnel? Qu'est-ce qui est à la base de la création de ce taxe? Bon, écoutez, la taxe à sa création, bon, ils parlent de rémunération, nous parlons des taxes. Ce n'est pas vraiment dans la nomenclature des taxes, hein, mais c'était, les intentions étaient très bonnes. L'intention était très bonne, c'était la protection de nos appareils téléphoniques, c'était la création des zones de Wi-Fi libres, c'était tout ça. Mais peut-être que la façon que ça a été appliqué, c'est cette façon-là qui pose problème. Il y avait moyen de faire autrement. Il y avait moyen d'intégrer ça même dans nos consommations sans problème. Nous payons la TVA. Est-ce que vous avez déjà vu un Congolais sortir pour décrier sur la TVA? Alors que nous payons 16%. Quand vous entrez dans un supermarché, quand vous sortez, vous avez payé 16% de ce que vous avez payé pour l'État congolais. Mais ça ne pose aucun problème. Peut-être c'est cette façon-là qui a manqué à nos opérateurs téléphoniques et à l'autorité de régulation des postes et télécommunications. C'est ce qui a peut-être manqué. Mais je crois, comme notre population a décrié, nous devons accompagner la population, nous en tant que représentants de cette population. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Nous allons les accompagner. Malheureusement, le ministre est entré dans cette histoire qui ne le concerne pas beaucoup. Ce n'est pas à lui d'annuler parce que c'est une taxe qui a été créée par décret. Oui, le décret du Premier ministre, ce n'est pas un arrêté. Ce n'est pas par arrêté qu'on peut annuler le décret du Premier ministre. Et cette taxe a été créée, ce n'est pas avec le pouvoir actuel. C'est Mouzito qui a signé le décret. Oui, Mouzito a signé le décret en 2012 et Ilou Kamba a repris le même décret avec quelques corrections avant la chute de ses pouvoirs. Ça, ce que je vous dis est réel, vous pouvez aller vérifier dans les archives. Mais dans les temps, ce n'est pas appliqué, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'on puisse le mettre en exergue? D'autant plus que cette question n'a pas été vraiment bien captée auprès de la population. C'est ça. Et ça créait un peu de... Oui, c'est vrai, madame, je suis d'accord avec vous, il y a eu un problème de communication. Parce que même, je pense, vous vous rappelez, en 2006, quand nous avons adhéré à cette histoire de TVA, il y a eu quand même une sensibilisation, voilà, une communication importante. Non, il y a eu un défaut dans la communication et nous sommes d'accord avec ça. Et
je ne suis pas de l'exécutif, hein. Nous sommes d'accord qu'il y a eu quand même ces défauts-là. Nous condamnons ces défauts-là. Votre faille en tant que député national, parce que cette question devait quand même être discutée au niveau de l'Assemblée. Je comprends. Oui, oui, ça n'a jamais été discuté. Sur ce plan-là, il y a eu faille dans la communication. Et nous allons chercher à corriger tout ça. Okay. Oui. Et c'est pour cela qu'il est interpellé. Il est là, il est interpellé. Mais je crois, avec sa bonne foi, si ça ne dépendait que de lui, il aurait déjà même supprimé. Mais pour le moment, il est dans les pourparlers avec sa hiérarchie pour qu'on arrête avec ça. Mais quand on parle de 25 millions de dollars américains pour déjà la somme qu'il a pu récolter, et il y a ODEP qui vient en ajout pour dire que non, ce n'est pas 25 millions, c'est 260 millions de dollars américains. Cet écart-là, comment est-ce qu'on peut justifier? Est-ce qu'il peut y avoir déjà des poursuites ou bien des enquêtes pour en savoir un peu plus? Le problème, c'est pour cela que je vous dis, je ne sais pas si réellement il a eu des gens qui lui ont donné les chiffres exacts, parce que ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. C'est l'autorité de la régulation de postes et télécommunications. Ça ne dépend pas de lui. Malheureusement, il s'est engagé dans ça. Nous-mêmes, nous avons compris maintenant que ça ne dépendait pas vraiment de lui. Pour ce qui est des chiffres, moi, je vous rassure que même si toute sanction qui peut tomber sur le ministre, il y aura quand même une commission d'enquête parlementaire pour mettre au clair tout ça. Et ça, nous allons solliciter avec insistance qu'il y ait une enquête parlementaire. Mais pour ceux-là qui pensent que non, c'est un peu de trop, il faudra que le ministre puisse partir. Il y a le FCC qui a fait sa déclaration. Pour même si le ministre part, même si le ministre part, nous devons tirer au clair combien exactement cette histoire a gagné. Donc, c'est pour notre bien et c'est pour le bien du pays. Il y aura une enquête parlementaire pour tirer au clair tout ça. Même si le ministre part, ce qui n'est pas monstrueux à moi. Okay. Oui, parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de juger la personne qui n'est pas concernée. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut annuler cette histoire, c'est le Premier ministre qui doit prendre un autre décret annulant le RAM. Ce n'est pas le ministre des Télécommunications. Le fait que cette question a été discutée d'ailleurs au niveau du Conseil des ministres pour sa mise en application. Nous pensons, il y a même des correspondances. Je ne peux pas aller vite en besogne, mais il y a même des correspondances déjà entre les différentes autorités du pays. Donc on peut espérer une évolution Tout ce qui peut arriver, il y aura une évolution positive pour notre population. Nous sommes là pour défendre la population. Et ça, je peux vous rassurer, madame. Okay. Nous allons également parler de la grève des enseignants aujourd'hui depuis la rentrée scolaire. Les élèves, jusque-là, les élèves de l'école publique et des écoles conventionnées catholiques, jusque-là, n'étudient pas. Depuis le 4 jusqu'aujourd'hui, les élèves n'ont pas toujours, les enseignants n'entrent pas dans les salles de classe. Et il y a quand même le ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui a aussi le ton pour dire que, pour menacer les enseignants en disant que si les enseignants ne se présentent pas, ils seront désactivés déjà. On a vu des actions menées déjà par le ministre avec la désactivation de 2 écoles, des enseignants de 2 écoles qui ne sont pas présentés dans le salle des classes. Est-ce que votre province également est touchée et quel est aujourd'hui votre point de vue par rapport à cette situation? Non, moi, chez moi, la rentrée a eu lieu, il n'y a pas de problème, mais nous parlons du pays. Je ne suis pas député provincial, je suis un député national, je parle du pays. Moi, je suis vraiment impressionné avec les résultats qu'a eu le professeur Tony Mwaba jusque-là. Tony Mwaba, il est de mon groupe parlementaire, hein, il vient de mon groupe parlementaire. Et il a la bonne volonté. Si vous remarquez comment il a agi un peu vite pour qu'on ait la mécanisation des nouvelles unités, comment il a ajouté un peu d'argent sur les salaires des fonctionnaires, quoique on n'ait pas atteint ce qu'il désire, donc Mboudi 2 et 3, les paliers de Mboudi 2 et 3, je crois qu'il a la bonne volonté. Je ne pense pas que c'est par la grève qu'on va arracher. Quand il a commencé là, il n'y avait pas de grève. Mais c'est une situation qu'il a héritée, une mauvaise situation. Et il l'a ramené, il a changé, il est en train d'aller progressivement. Nous sommes pendant la session budgétaire. Maintenant, nous sommes pendant la session budgétaire. Il viendra avec son budget amélioré
pour prendre en charge le deuxième palier peut-être d'Mbouti. Mais nos enseignants doivent aussi comprendre pour le moment. Nos finances sont en train de s'améliorer. Qu'on lui accorde quand même le temps pour qu'il travaille là-dessus et qu'il travaille avec l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale pour trouver une solution. Je pense des deux côtés aussi, je ne peux pas accepter. La grève, c'est un droit aussi. Je ne peux pas accepter qu'on désactive quelqu'un parce qu'il a grévé. Mais s'il a grévé en respectant les conditions, je ne vois pas pourquoi on doit le désactiver. Ça, c'est une situation. J'ai appris même qu'il y a une question orale déjà qui lui a adressée. C'est une situation qu'on peut régler. Ce n'est pas un problème. Mais des deux côtés, il doit y avoir une compréhension. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train d'aller avec eux dans une très bonne voie. Mais eux aussi doivent être un peu indulgents pour voir comment il évolue et aussi compter sur les prochains budgets. Privilégier les dialogues, d'autant plus, comme vous l'avez dit là, que non, il a amorcé quelque chose de bon en ajoutant un peu quelque chose dans le salaire des enseignants. Est-ce qu'il n'a fallu pas qu'ils puissent privilégier un peu le dialogue avec les enseignants? Parce que ce qu'ils font là, c'est tout à fait constitutionnel. Ils étaient en plein dialogue. Ils étaient en plein dialogue et ils s'est déplacés pour Mbujimaï. Et le dialogue devait continuer. Mais certains syndicats se sont déconnectés de ce dialogue pour commencer à inciter les autres à aller en grève. Donc le dialogue était là avant qu'il parte en Mbujimaï pour la rentrée scolaire. Moi, j'ai eu le privilège de lui parler hier. Il est déjà à Kinshasa. Je crois que les choses vont évoluer. On va privilégier le dialogue. Et on voit apparemment la situation est en train d'être endurcie au niveau des écoles catholiques. Déjà, je fais un peu la ronde de quelques écoles. Donc, pas de cours, pas des enseignants. Est-ce que vous pensez que cela permettra à ce que le ministre puisse quand même bien faire son travail? Madame, je préfère ne pas faire beaucoup de commentaires sur les écoles catholiques. Vous savez déjà que à la rentrée, donc depuis que ce gouvernement est en place, les premiers à refuser la gratuité de l'enseignement étaient les catholiques. Vous le savez bien. Donc je ne préfère pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Je préfère que nous parlions des écoles d'une façon générale. Et moi, comme je vous ai dit, je crois qu'il y aura, la situation sera réglée, il y aura reprise des dialogues, peut-être la semaine prochaine déjà, il y aura reprise des dialogues et ensemble, les enseignants et leur ministère des tutelles vont tirer des conclusions. Parlons un peu de la situation dans votre hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y avait déjà une action menée par l'un de vous qui a porté cette motion de défiance contre le président Bosso. Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'apparemment, cette question est oubliée, semble être oubliée. Il a été accusé au président Bosso par l'initiateur de la motion ou la pétition de caporaliser les débats. Madame, moi je vous dis que c'est seulement une mauvaise foi. Moi je ne peux pas signer une pétition contre Mbosso. Mais il y a d'autres qui ont signé. Non, moi je ne peux pas le faire. Il y a 120 et quelques signatures. Oh madame, demandez qu'il vous montre les 120 signatures. Non, mais ça, non, ça c'est ce que nous mettons sur la place publique pour la consommation extérieure. Dit, ça, non, qu'il a de preuves et d'images. Madame, montrant nos règlements qui ont signé. Voilà. Ouais. Notre règlement est clair. Vous avez 125 signatures, ça fait 25% de l'Assemblée nationale. Vous partez déposer. Ça, c'est la consommation extérieure. Je doute que Poba ait 60 signatures. Je doute. Parce que cette pétition est même décriée même dans les rangs de l'opposition, qui est FCC. Donc, que Poba vous montre et que Poba donne aussi des raisons réelles de cette pétition. Mais les raisons sont claires. La caporalisation. Comme quoi, par exemple? La caporalisation de la parole au niveau de l'Assemblée nationale. On ne laisse pas le champ libre aux députés de pouvoir bien s'exprimer sur des questions importantes. Madame, Kamboso, qui est de l'union sacrée de cette nation, comme moi, il proclame un sujet si sensible que le RAM.
Mais face aux pressions, non? Face à la pression qu'il a pu obtenir auprès des députés. Ça, c'est vous qui le dites. Personne. Moi, par exemple, je ne savais même pas qu'il y a RAM. Il y avait une question là-bas. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je vous dis que ça a été même proclamé la nuit. On avait déjà les sujets du jour. La nuit, on nous envoie un message supplément de l'ordre du jour. Voilà. Un dossier si sensible. En quoi il caporalise les débats? Non, je crois qu'il y a d'autres raisons. Moi, je ne préfère pas mettre des raisons ici. C'est pour notre dignité au niveau de l'Assemblée nationale, je ne préfère pas avancer d'autres raisons. Mais il y a d'autres raisons. Je vous demande d'approcher Poba en privé. Ouais, je l'ai approché, je lui ai posé des questions. J'ai fait toute une émission avec lui. Madame Feza, oui. Il faut lui poser 2 questions. Okay. Poba, montre-moi les 130 signatures que vous avez déjà eues. Il m'a promis de me les montrer avec des... Il ne vous les montrera jamais. Okay. Oui, oui, je donne ma main à couper. Okay. Parce que je sais que si Poba avait 125 signatures, ça serait déjà sur la table de Mbosso. Ça, je vous dis vrai. Oui. Et la pétition, c'est une chose. Mais l'exécution aussi de cette pétition, c'est autre chose. Poba va arracher le départ de Mbosso avec 251 signatures dans cette assemblée-là. Je doute. Si vous ne le savez pas, la façon dont Mbosso nous gère par rapport à ce que nous avons vécu la première année est très différente. C'est quelqu'un qui sait écouter. On a vécu avec quelqu'un qui ne pouvait pas écouter les députés. Quelqu'un qui était insensible aux demandes des députés. Mais Mbosso se comporte comme un papa et il résout nos problèmes. Alors je ne sais pas pourquoi, lui-même il sait. Vous lui poserez les 2 questions. Vous lui dites, dites-moi la raison réelle. Maintenant ça en privé, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro. Nous sommes à 2, moi, Madame Feza et vous. Dites-moi les raisons réelles de votre pétition. Parce que presque tous les députés savent les raisons réelles de cette pétition-là. Et dites-lui la deuxième question. Poba, montre-moi 125 signatures. Si il vous montre ça, revenez chez moi me dire je vous ai trompé. Pas plus tard qu'hier, je suivais encore qu'on venait de prendre encore un village, on venait de chasser les ADF. Mais c'est une situation très complexe. C'est ce que notre population doit savoir. C'est une situation très complexe. C'est comme une forme de guérilla. Vous vous battez contre qui vous ne savez pas. Parfois, vous vous battez même contre les gens qui sont impliqués dans les systèmes. Vous avez appris les détournements de fonds au niveau de l'armée. Donc nous nous battons même avec les gens qui sont impliqués en interne. Donc ça va demander du temps pour démanteler ça. Madame, ça fait 20 ans. Plus de 20 ans d'ailleurs. Parce que c'est depuis 1997 que nous sommes dans cette guerre-là. Je crois que les choses vont changer. Mais qu'on ait l'implication surtout des gens qui sont sur place là-bas. Est-ce que selon certaines analystes, est-ce que le chef de l'État n'est pas allé dans des zones en proclamant cet état de siège dans les 2 provinces? Madame, nous cherchons la stabilité du pays. Je ne sais pas s'il fallait attendre. Il fallait encore attendre combien d'années avant de proclamer. Parce que déjà 20 ans, nos compatriotes là sont en train de souffrir. Ils sont tués chaque jour. Et déjà, on sent déjà les améliorations. Ces tueries ont quand même diminué. Même s'il y en a encore par-ci, par-là, il y a des foyers de résistance, mais c'est en train de diminuer. L'ADF a été déclaré un mouvement terroriste. Depuis combien de temps nous vivons avec le terrorisme en Afrique de l'Ouest? Ce n'est pas toujours facile de démanteler ce système-là. Ça va prendre du temps, mais nous sommes convaincus qu'avant d'aller aux élections, cette histoire sera terminée. Nos compatriotes vont circuler librement. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous n'avons pas nous séparer sans pourtant qu'on puisse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, ou bien on peut s'arrêter là? Moi, j'exhorte les confessions religieuses à débloquer la situation. Parce que c'était vraiment le sujet capital. Qu'ils débloquent, qu'ils aient la bonne foi,
qu'ils utilisent la Bible qu'ils utilisent pour nous prêcher là, pour appliquer eux-mêmes dans leur propre vie, dans leur propre système. Je crois que s'il y a ça, les choses vont avancer. Merci beaucoup, madame. Et c'est par là, à madame, messieurs, que nous bouclons cette émission. Je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau Léon Moubikaï. Il est élu, il est député national, réélu de la circonscription des Lobos dans le Kasaï. Nous avons parlé avec lui sur le processus électoral, l'affaire RAM, l'affaire Gram, la grève des enseignants, la motion des défiances contre le président de l'Assemblée nationale ainsi que l'état de siège dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est par là, madame, messieurs, que nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission Débat ouvert. Je dis merci à Brandon Milalou, Tonto Ebongo, Domi Kwanza, merci à Blaise Ndombe, à Missy Chumba. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.